Bonjour Monsieur Chrismer, Bonjour. merci d'être venu jusqu'au Bioéthicote pour nous parler de votre expérience. Donc vous êtes principalement formateur en communication non violence, la CNV, et nous étions fortement intéressés d'un peu mieux savoir en quoi consistait cette communication, quels sont les principes liés à la communication non violente, puisque on sait qu'il est possible d'appliquer ces principes dans la vie quotidienne, dans tout type de circonstances. Donc, est-ce qu'il est possible, tout d'abord, d'un peu nous introduire le sujet, de nous dire brièvement ce qu'est la CNV? Oui, en fait, on a appris à parler, mais pas vraiment à communiquer, dans la mesure où la communication implique à la fois s'exprimer, mais aussi apprendre à écouter. Et donc, la communication non violente, c'est développer un état d'esprit et une façon de se relier aussi bien à soi-même qu'à l'autre, de manière telle qu'on peut à la fois s'exprimer fidèlement par rapport à ce qu'on a envie de dire, et aussi apprendre à écouter les messages de quelqu'un d'autre, même si parfois ils sont un peu mal emballés. Et donc, la communication non violente nous aide à écouter l'essentiel de ce que la personne a à nous dire. D'accord. Et dans le cas où une personne, on discute avec une personne et on ressent que voilà, nos avis divergent et on est totalement opposés dans le mode de pensée, comment est-ce qu'on fait quelle attitude adopter en fait face à ce type de personne si on a envie quand même de communiquer avec elle? Alors, ce qui est important, c'est de savoir ce qui cause ou favorise le conflit déjà. Parce que dès le moment où il y a conflit, on essaye de jouer au petit jeu du j'ai raison, tu as tort, et on part dans des conversations qui n'ont plus trop de sens. Alors, déjà, c'est se rappeler de notre intention. Est-ce que j'ai envie de rejoindre l'autre pour le comprendre, ou est-ce que je cherche à le convaincre? Si j'ai envie de rejoindre l'autre pour le comprendre, peut-être que j'ai intérêt à euh, temporairement laisser de côté mon avis et voir un petit peu, mais tiens, quelles sont ces belles choses que la personne tente de défendre, même si je ne suis pas d'accord. Parce que je peux très bien apprécier les valeurs que la personne défend à travers son discours, même si je ne suis pas très d'accord avec les solutions ou les façons de faire que cette personne promeut. Donc, c'est sûr que, par exemple, ici on est au bioéthicote, je peux imaginer que vous ayez des conversations avec des personnes qui ne soient pas du même avis que vous. Eh bien, pour moi, ce qui est important, c'est de voir, mais finalement, que cherche vraiment cette personne? Quelles sont les valeurs essentielles que cette personne cherche à défendre au-delà de ce qu'elle dit? Et de même, quand vous vous exprimez, peut-être que vous pouvez vous clarifier auparavant en vous disant, mais tiens, pour moi, ce qui est important, c'est peut-être la défense de la vie, ou bien ça peut être également le respect, la confiance. Et puis vous allez voir que, ah tiens, moi, le respect et la confiance, c'est important, mais je vois que ça l'est pour l'autre. Mais la manière d'être au service de ces deux valeurs va diverger, et c'est peut-être pour ça qu'on est en désaccord. D'accord. Donc il faut principalement être dans une attitude d'écoute et en même temps aussi d'essayer de comprendre ce qui converge entre nos deux avis de départ. C'est quelque chose comme ça, oui, tout à D'accord. fait. Et on avait une situation concrète en tête par rapport à une vie de cote. Par exemple, tout simplement quand la vaisselle est jamais faite dans le cote et qu'on sait que voilà, ça nous énerve parce que c'est causé par une personne. Comment est-ce qu'on peut faire pour juste bien communiquer avec cette personne et pas s'énerver et faire en sorte qu'on puisse vivre harmonieusement ensemble dans ce cas-là? Oui, alors j'aime bien votre question parce qu'elle est très concrète et c'est ça qui va favoriser le vivre ensemble, c'est qu'on puisse se rejoindre. Déjà, la formulation est importante. Est-ce que je peux décrire ce qui se passe plutôt que euh, y mettre déjà une opinion ou un avis? Par exemple, la vaisselle jamais faite. Le mot jamais induit une généralisation et justement, si vous vous adressez à l'autre en lui disant tu fais jamais la vaisselle, déjà il va s'offusquer parce que ça va pas être agréable, il va avoir l'impression qu'il est jugé
et qu'il a fait quelque chose de mal, alors que on pourrait peut-être, je ne sais pas, dire tiens, à propos, cette semaine, je ne me souviens pas d'une fois où tu as fait la vaisselle. Déjà, on réduit la fenêtre temporelle dont on parle, et puis on parle simplement de ce qu'on a observé. Tiens, je ne me souviens pas de t'avoir faire la vaisselle cette semaine. Ça, c'est le premier pas, c'est d'établir le contact avec la personne sur base d'une réalité partagée. C'est parce que l'autre ne pourra pas éventuellement être d'accord avec l'idée tu ne fais jamais la vaisselle. Par contre, je ne me souviens pas d'une fois que tu as fait la vaisselle cette semaine. L'autre pourra dire ah bah tiens, c'est vrai, oui, effectivement, cette semaine, j'ai pas fait la vaisselle, ou bien quand j'ai fait la vaisselle, tu ne m'as pas vu. D'accord. Ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, c'est peut-être de dire bah tiens, moi, quand je pense à ça, bah, ça ne me laisse pas indifférent. Ou ça me laisse pas indifférente. Et le fait de ne pas t'avoir vu faire la vaisselle, je vois que ça me titille. Et ça me titille, non pas parce que c'est mal, mais c'est parce que euh, on s'était mis d'accord euh, au service du vivre ensemble. Et par exemple, un accord peut-être de groupe que vous avez, ben, c'est que chacun fasse sa part. Et donc, euh, vous pouvez, sur base de l'inconfort que vous vivez, associer l'inconfort au fait, mais tu sais, moi je vois que le fait que chacun fasse sa part, ça permet d'envisager le vivre ensemble dans une forme de légèreté, dans la joie et la bonne humeur, et c'est bien plus agréable. Et alors on termine par une question qui est de dire, mais tiens, je suis curieux, qu'est-ce qui t'a empêché de faire la vaisselle cette semaine? Peut-être qu'il y a un élément je veux dire, tout à fait acceptable, du fait, mettons que, par exemple, il a beaucoup de boulot parce qu'il a un travail à remettre, et c'est vrai que cette semaine-ci, ben, il avait plein de trucs à faire, et qu'il n'a pas vu que pour vous, c'était important de faire la part aussi, et peut-être qu'il n'a pas eu aussi comment dirais-je, l'idée de dire ah ben tiens cette semaine-ci je crois que j'aurai des problèmes pour faire ma part parce que j'ai un gros travail. Mais ça, voilà. Donc pour moi c'est une façon de se rejoindre, c'est de décrire les choses plutôt que de donner son avis sur ce qu'on a vu, d'écrire les choses, voir ce que ça nous fait, et ce que ça nous fait, c'est euh, en fait, ça parle de nos besoins, ça parle de nos aspirations et peut-être des accords, des valeurs qu'on cherche à défendre. D'accord, merci. On avait également une autre question. Dans le cas d'une relation proche avec quelqu'un euh, qui a pu créer des blessures, on sait que rester en contact avec cette personne, ça demande vraiment de guérir de sa blessure, justement. Et on se demandait comment est-ce qu'on peut exprimer cette blessure sans se mettre en colère pour autant, pour quand même continuer la relation. Alors, moi je suis un petit peu embarrassé par ta question parce que tu parles de blessure. Alors, il y a blessure et blessure, bien sûr, donc je peux être juste contrarié, mais je peux aussi être vraiment blessé, c'est-à-dire en souffrir. Alors c'est sûr que si je souffre de quelque chose, ben, peut-être que mon interlocuteur n'est pas la meilleure personne pour échanger autour de ça, ou en tout cas pour gagner en clarté sur ce qui m'arrive. Euh, Tu vois, mettons que si je me mets, mettons, en colère euh, parce que un de mes fils, mon fils aîné par exemple, n'a pas fait quelque chose qu'il m'avait promis de faire, c'est sûr que c'est peut-être pas la bonne personne avec qui clarifier pourquoi ça m'a fait mal, tu vois. Par contre, peut-être que c'est mieux d'en parler, mettons, à ma femme ou à quelqu'un d'autre et voir, mais tiens, qu'est-ce qui me chipote? Et ce qui me chipote, c'est certainement quelque chose d'essentiel pour moi. Par exemple, le fait qu'il n'ait pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, ben, moi, ça vient me déranger au niveau de la confiance. Moi, j'aime bien que quand quelqu'un dit quelque chose, qu'il puisse le faire. Non seulement ça m'apporte de la confiance, mais mettons, par exemple, une forme de sécurité. Je peux envisager la suite des choses avec sérénité. Et donc, dès le moment où j'ai clarifié le fait qu'il s'agit de confiance,
mais c'est plus facile d'aller trouver l'autre et dire, tiens, tu sais, tu avais dit que tu ferais telle chose, tu l'as pas faite. Bon, à un moment donné, j'étais en colère, mais je vois que maintenant c'est un peu plus paisible. J'aimerais juste te dire que moi, ça me dérange parce que j'aime quand on peut vivre la confiance. Et là, je suis plus trop rassuré. Et je vois que peut-être que j'aurais aimé comprendre ce qui a fait que tu n'as pas fait ce que tu avais dit. Et donc, c'est une façon ouverte et bienveillante. L'idée, quand je parle de confiance, je lui dis pas qu'il n'est pas digne de confiance. Je dis seulement que moi, j'aime quand il y a de la confiance. D'accord, donc en fait, il faut identifier ce qui nous a fait du mal, ce qui est en fait les valeurs qui nous ont touchés, et via ces valeurs, se dire, ok, c'est la confiance, et donc expliquer à l'autre pourquoi est-ce qu'il nous a fait du mal, par exemple. Oui, alors, j'aimerais te dire une chose, c'est que c'est pas l'autre qui nous fait du mal. C'est-à-dire que aux mêmes circonstances de vie, on peut expérimenter des émotions et des sensations très différentes. Euh, j'ai une amie qui prend l'exemple suivant avec des adolescents. Euh, c'est un jeune homme, il se fait quitter par sa copine. Ok. Sa copine, ça l'a largué. Tu prends un premier jeune homme et il est complètement effondré. Il est complètement effondré parce que lui, il a besoin de douceur, de tendresse, d'affection. Et puis, peut-être que ça vient toucher un peu son estime de lui, tu vois. Et puis, on prend une autre version de ce garçon et lui, il va être soulagé. Oh punaise, ça faisait longtemps que je ne savais pas comment lui dire. Et puis, on va prendre une troisième version de ce garçon. Sa copine l'a largué. Et finalement, il est assez serein parce qu'en fait, lui, il a confiance en la vie et il se dit que ça lui ouvre plein d'autres possibilités. Et donc, ce n'est pas le fait que la copine le largue qui va être la cause du fait qu'il est effondré, soulagé ou serein, mais c'est plutôt l'aspiration profonde qui est à l'intérieur de cette personne qui va lui révéler à travers les émotions ce qui se passe. Est-ce que ça te parle, ce que je dis là? Oui, donc oui, c'est ça. C'est par rapport à notre aspiration du moment, en fait, que ce que dit la personne peut nous toucher, en fait, de façon différente. Tout à fait, et c'est notre aspiration qui va réagir et nous faire vivre un truc, et donc ce sont nos aspirations qui sont la cause de nos émotions. Oui, c'est ça. Et dès le moment où tu peux avoir ça très clairement dans ta tête, le fait que l'autre n'est jamais la cause de ce que tu vis, ce n'est jamais qu'un stimulus, ça te permet d'arrêter de voir l'autre comme un ennemi. Oui. Tu vois? Et tu peux plus facilement l'interpeller en lui parlant de tes valeurs plutôt qu'en l'accusant sur ce qu'il a fait. D'accord. Est-ce que tu vois ce Oui, que je veux dire? oui, c'est très intéressant. D'accord. Et on se demandait également, quand une personne nous a fait du tort, et, et alors elle récidive, Ouais. on se demandait comment réagir justement à cette récidive. Est-ce que, en fait, et par exemple, cette personne se met à se dire, ok, pardon, désolé, etc. Mais voilà, elle recommence, et on se demandait ce que ce pardon signifiait, et comment faire pour que ça se reproduise plus, et que... Ah, alors, déjà, je vais prendre une précaution oratoire qui est de dire que euh, si le dialogue que nous avons a pour but de faire à l'autre ce qu'on voudrait qu'il fasse, donc à lui imposer un comportement, à changer l'autre, si je pars avec cette idée-là, c'est presque foutu d'avance. Par contre, si je pars avec l'idée de dire à l'autre, bah tu sais, tiens, regarde ce que tu as fait, euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire, bah tiens, tu as imprimé 150 pages avec l'imprimante, et là maintenant je vois que je dois imprimer mon travail et il n'y a plus d'encre. Euh, ben, je pourrais peut-être lui dire la valeur qui est touchée chez moi,
c'est le fait que, ben voilà, déjà je suis surpris, décontenancé et peut-être même mort de trouille pour plein de choses. Déjà surpris parce que je ne m'y attendais pas. Donc pour moi, c'est important de peut-être d'être prévenu, donc qu'il y ait de la clarté entre nous. Euh, En même temps, moi je vois que quand on est dans un collectif, j'aime bien quand on prend soin les uns des autres. Donc, hein, si on imprime 150 pages, peut-être que ça vaut la peine d'aller regarder le niveau d'encre et de voir s'il y a des cartouches de rechange, tu vois. Euh, Ensuite, quand la personne dit ah pardon, excuse-moi, je ne le ferai plus, etc. Est-ce que c'est être poli, donc être gentil, ou est-ce que c'est dit de façon authentique, tu vois, parce qu'on a été éduqué à être poli et gentil, et donc parfois on dit des pardons ou des excuse-moi un petit peu automatique, tu vois. C'est ça, sans vraiment le Sans- penser. on cherche à être poli, quoi. Après, pour moi, c'est pas la même chose de s'excuser que de manifester du regret. Parce que quand on manifeste du regret, eh bien, on prend la mesure de l'impact que les choses ont eu sur l'autre. Et par exemple, je pourrais très bien dire, oh mon Dieu, je ne savais pas que tu avais un travail. Et puis moi, je prends la mesure de l'impact que ça a sur toi, ce que j'ai fait. C'est vrai, j'ai pas regardé les cartouches d'encre, et je vois combien ça te met en difficulté, et je suis vraiment, vraiment désolé. Et donc, dès le moment où l'autre prend la mesure de l'impact que ça a pour vous, les choses vont changer. Parce que déjà, vous voyez qu'il y a de la sincérité quand il peut prendre la mesure de l'impact que ça a pour vous. Et puis vous avez la possibilité éventuellement de lui demander, mais tiens, qu'est-ce que tu envisages de faire à l'avenir? Qu'est-ce que tu apprends de cette situation? Ça pourrait être, ah ben tiens, écoute, là maintenant vraiment, chaque fois que j'aurai beaucoup de pages à imprimer, je regarderai où on en est, hein, parce que je vois l'impact que ça a, et dans un code comme on est ici, c'est vrai, on est quand même 6 ou 7, c'est important qu'il y ait de l'encre en permanence. Oui, d'accord. Donc en fait, il faut exprimer notre ressenti à l'autre pour qu'il puisse comprendre la mesure de l'impact de ce qu'il a fait, enfin de la circonstance Voilà. Mhm. par rapport à nous. D'accord, ok. Super, merci beaucoup en tout cas pour d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est très intéressant et on n'hésitera pas, si jamais on a d'autres questions, à vous les poser un peu plus tard. Merci. Bonne continuation et à une prochaine, j'espère. Eh bien, merci de m'avoir invité à parler de cet Avec art de plaisir. vivre que j'aime beaucoup. Et également, je vous souhaite plein de succès dans vos aventures, dans vos études. Et Merci beaucoup. merci beaucoup.